Vous avez tout raté de 2024. Voilà. Je dirais même plus, j'ai tout raté de 2024. Et je m'en veux énormément. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime. Tout d'abord, bonne année 2025. Voilà, parce qu'il s'agit quand même de la première vidéo 2025, donc il faut marquer le coup. Et oui, je sais, j'ai la même coupe de cheveux de Tommy Shelby. C'est comme ça. Cette vidéo s'agit en fait de la première partie de mon top 2024. Celle-ci sera pour le moment consacrée à ce que j'ai vu de mieux en 2024, donc film ou série. Et la seconde sera consacrée au 100, au pire bousasse de 2024. Et croyez-moi, la liste est longue. En bref, cette première partie n'est d'autre que le calme avant la tempête. Avant tout, petit bilan de ce que j'ai vu l'an passé. J'ai vu très exactement 52 films, 32 américains, 6 américano-britanniques, 3 films français, c'est pas beaucoup, 2 films espagnols, non plus, 2 films américano-japonais, 1 film américano-canadien, 1 film britannique, 1 seul film japonais, hélas, 1 film hongkongais, 1 film américano-australien, 1 film américano-irlando-britannique, et pour finir, 1 film américano-canado-indo-singapourien. Ensuite, côté série, j'ai vu très exactement 36 séries, dont 26 américaines, oui, c'est beaucoup, 3 américano-japonaises, 2 séries sud-coréennes, c'est trop peu, une série française, et c'est pas la meilleure, une série américano-française, une série américano-britannique, une série américano-canadienne, et pour finir, une série américano-canado-irlandaise. Vous l'avez compris, en 2024, j'ai été extrêmement vilain. Pourquoi? Parce que je consomme beaucoup trop américain. Mais vraiment, ça explique tellement de choses. Ça explique tellement de choses, mais la décadence que je voyais ne représentait en fait qu'une décadence américaine. C'est clairement ça. Enfin, et quand je parle d'Amérique, je parle vraiment d'États-Unis. Je consomme vraiment trop américain, mais surtout, je consomme beaucoup trop de séries. Voilà. J'ai consommé trop de séries et pas assez de films. Forcément, les séries, la plupart du temps, les plus connues sont américaines. Je connais assez peu de séries, à part les séries sud-coréennes qui, elles, sont assez nombreuses. Et pareil que je n'ai pas assez consommé. Donc, mon objectif pour 2025 est de consommer moins de séries et plus de films, dont des films non américains, voilà, des films français, des films espagnols, chinois, japonais et j'en passe. Il faut absolument que je diversifie un petit peu plus les films que je regarde, parce que les séries ça prend beaucoup trop de temps, et c'est essentiellement américain, mais aussi parce que ça dégrade ma vision du cinéma. Et je comprends aussi pourquoi il n'y a que les gens comme moi qui voient l'évolution des quotas dans les cinémas, parce qu'en fait, ça concerne le secteur de la pop culture américaine, alors que les vrais cinéphiles consomment un peu de tout, donc ils ne constatent pas ça. Donc, je gaspille trop de temps à regarder des séries qui ne m'intéressent pas, vraiment, la moitié des séries que j'ai vues étaient complètement inintéressantes. Par contre, et c'est là que ça devient important, c'est que je constate que les meilleures choses que j'ai vues en 2024, ce sont des séries. J'ai vu des séries extraordinaires. Voilà, je vais vous les partager, et en même temps, vous parler des films qui m'ont le plus marqué, mais je trouve qu'en 2024, il y a eu assez peu de films marquants parce que j'ai consommé trop américain encore une fois. En parlant de films justement, est-ce que vous connaissez The American Society of Magical N***? C'est un film qui est justement sorti en 2024, qui parle d'un jeune homme, voilà, un jeune homme métis, alors c'est important de préciser sa couleur de peau, qui a pour nom Aren et qui sera invité à étudier la magie dans une académie réservée aux Noirs. La mission de cette académie magique sera de rendre la vie des Blancs moins dure pour ne pas les énerver, parce qu'apparemment, d'après ce film, l'homme blanc est l'animal le plus dangereux de la Terre. Quel est l'animal le plus dangereux de la planète, s'il te plaît? Le requin. Non, l'homme blanc. C'est un film qui se vend comme une comédie, mais je n'ai jamais vu un film aussi raciste de ma vie. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est ouf comment les Américains peuvent lâcher les dingueries comme ça, légalement. Et le sujet est tellement houleux que je n'ai pas pu vous en parler sur ma propre chaîne. Par contre, sachez que j'ai fait une review, une critique complète de plus de 15 minutes sur mon Patreon. Une vidéo où je lâche le monstre. Cette fois-ci, je n'ai plus de limite. Je dis ouvertement ce que je pense, donc n'hésitez pas à aller la voir sur mon Patreon. Donc c'est réservé aux souscrits. J'ai créé cette vidéo pour remercier les gens qui me soutiennent financièrement. Mais rassurez-vous, pour compenser ça, j'ai créé un podcast gratuit où je parle de la DEI en présence de Jeanne qui, elle, a bossé dans beaucoup de boîtes américaines, dans beaucoup de studios hollywoodiens, et elle vient témoigner tout ça sur un long podcast de plus de 2 heures gratuit sur mon Patreon. Donc, entre ça et ma vidéo exclusive, je pense que vous êtes plutôt gâtés. Sur ce, nous allons pouvoir gentiment commencer le top des séries de ce pas. J'ai sélectionné 7 séries. Alors oui, je ne fais pas de top précis, top 5, top 10, pile poil. Non, là c'est vraiment en fonction des films ou des séries que j'ai vues, si c'est la qualité ou non. Là, il y a 7 séries de très bonne qualité que j'ai vues en 2024 et que je vous invite fortement
les regarder si ce n'est pas déjà fait. En 7e position, j'ai mis Masters of the Air. C'est parfait. Voilà. Bon, parfait, faut pas déconner, rien n'est parfait. Mais je m'attendais pas à un tel divertissement. Voilà, c'est d'une telle qualité. C'est une série Apple TV+, et vraiment, je crois qu'Apple TV+, est la plateforme qui m'aura le plus surpris en 2024. Donc, foncez voir cette série. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, avec un ton très mature. Vraiment, mais une image, je crois que ça fait partie des séries les plus chères du monde. Hein. Alors, je sais plus exactement le budget, mais le casting, voilà, la qualité des acteurs, le politiquement correct qu'on a rangé, voilà, qu'on a mis de côté. Bon, évidemment, ils se sont débrouillés pour, voilà, ça reste Apple TV+, donc il y a des quotas, ils se sont débrouillés, mais voilà, c'est propre, c'est clean, c'est mature, c'est bien écrit, c'est bien joué. Ceux qui aiment bien les films ou les séries, les divertissements qui se déroulent lors de la Seconde Guerre mondiale, eh bien foncez, parce que en plus ce que j'adore avec cette série, c'est pas une série de ouin-ouin. Moi j'aime pas, enfin moi je trouve ça fatigant les séries ou les films qui se déroulent lors d'une guerre mondiale pour faire du ouin-ouin. Alors certes, je sais que c'est terrible de parler de ces périodes-là, mais Master of the Air a réussi ce juste milieu entre les moments de détente et le moment tragique. C'est hyper bien fait. Voilà. C'est hyper bien fait parce que, paradoxalement, même si les scènes d'action sont incroyables, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, et ce que j'ai préféré finalement, ce sont les moments où on a les soldats qui se posent et qui discutent. Voilà. Les discussions, les dialogues sont tellement réalistes, sont tellement chill. Finalement, ce sont les parties que j'ai préférées. Voilà. Donc, en 7e position, j'ai mis Masters of the Air. N'hésitez pas à voir cette série, je vous la conseille. En 6e position maintenant, j'ai mis Fallout. Voilà. Fallout qui a été ma surprise. Bon, évidemment, c'est une série bien américaine, produite par Prime Video, mais quand même, il faut le dire, ça a été une grosse surprise parce que je pensais vraiment que ça allait être un pétard mouillé, mais comme jamais. Enfin, après les anneaux de pouvoir, je sais pas, quelque chose ne sortait pas bon. Surtout, ce qui m'inquiétait, c'est qu'on nous avait vendu Jonathan Nolan et Lisa Joy comme étant les showrunners, alors que non, ce ne sont pas les créateurs de la série, ce sont ceux qui scénarisent, je crois, et qui supervisent, mais les showrunners sont débutants. Et j'avais peur qu'on nous fasse à peu près le même coup, justement, des anneaux de pouvoir qui eux ont été showrunnés par des débutants complets. Mais là, en fait, Fallout a vraiment été accompagné par ses créateurs de Westworld, et je trouve que le résultat est là. Alors certes, ça ressemble forcément à Westworld, avec un ton humoristique beaucoup plus poussé, mais force est de constater que le résultat est là, c'est de qualité, c'est pas parfait. Moi, je vous invite vraiment à regarder la critique de Nexus 6. Il rajoute des défauts dont j'étais passé à côté dans ma vidéo critique, qui est pourtant assez longue. Mais quand on a joué au jeu, franchement, le côté fanservice nous titille un petit peu, voilà, ça nous fait, ça s'agite un petit peu. Et le résultat est que j'ai fini par apprécier. Je me suis dit, waouh, mais c'est vachement bien. J'ai été obligé de faire pause. Je suis allé sur Twitter, j'ai tweeté, mais c'est génial en fait ce que je vois, c'est excellent, les personnages sont excellents, c'est bien écrit, les dialogues sont bien écrits, enfin il y a un côté humoristique qui fonctionne vraiment. Bref, Fallout pour moi ça a été une surprise alors que je m'attendais vraiment à la catastrophe de 2024. En 5e position, X-Men 97, mais qu'est-ce que c'est cette série de fous? C'est quoi cette série de fous? Vraiment? Non mais attendez, je pensais que ça allait être un pétard mouillé, mais vraiment, je pense, je me suis dit que ça va là, forcément, on est habitué. Je pensais que ça allait être un genre de Invincible 2.0. Et j'ai bien aimé Invincible, hein, mais plus le temps passe, plus je me rends compte que cette série n'est pas si exceptionnelle que ça. Et surtout que voilà, le quota insupportable, ça passe plus. Et je pensais vraiment que ça allait être ça. Finalement, X-Men 97, qu'est-ce que c'est? C'est une série visuellement hyper belle. La série est trop belle, qui rend hommage à la vieille série de 90 justement. D'où le titre, mais vraiment, comment expliquer? J'ai pas les mots quoi. J'ai pas les mots. Je pensais pas que ça allait être aussi mature. C'est ultra mature. C'est dramatique. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Mais il y a des moments aussi un petit peu de légèreté. Mais vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi bien écrit au niveau des personnages. Alors, il tombe un petit peu dans la facilité avec le fait de nous montrer des visions. J'ai horreur de ça. Pour moi, la facilité, c'est pour développer un personnage, c'est de nous montrer des visions, un petit peu comme toute la phase avec Tornade que j'ai trouvé
malheureusement pas très réussi, mais pour le reste, c'était impeccable, vraiment, entre le respect de la nostalgie, les personnages qui sont vraiment comme dans le dessin animé d'origine, et cette touche de maturité ajoutée au compteur en fait une putain de surprise X-Men 97, mais je n'y croyais pas. Vraiment, je n'y croyais pas une seule seconde, je pensais que ça allait être catastrophique. Je pensais que c'était un truc humoristique, bizarre, voilà, vous savez, un petit peu comme ce que HBO a fait avec Scooby-Doo. Enfin, je pensais que ça allait être un truc catastrophique. Et finalement, bah, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues en 2024. En 4e position, je mets Shogun. Et oui, Shogun, je ne la mets pas en première position parce que finalement, c'est pas... J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, ça a été une claque, mais en fait, malheureusement, je me rends compte que la claque, c'est surtout porté sur les 4 premiers épisodes, je crois. Après, ça se relâche, et je pense que si ça se relâche, c'est principalement parce que la série cherche à rester fidèle au livre, que je n'ai pas lu, mais je ne doute pas que ce soit fidèle. Mais malheureusement, je constate que peut-être que certaines lignes écrites dans un livre ne sont pas faites pour être adaptées en série, voilà. Même si ça reste fidèle, j'en sais rien, ce n'est peut-être pas fait pour être adapté en fiction parce que, bah, des fois, c'était beaucoup plus redondant, ça blablatait beaucoup et parfois, on restait très souvent au statu quo. Et surtout que la façon avec laquelle la série était montée, on pouvait s'attendre à ce que ça pète très sévèrement à la fin. Et finalement, on fait monter la sauce, on fait monter, la pression monte à fond, on se dit, oh là là, ça va tellement péter, ça va péter! Et non. non, c'est, hop, ça fait prout, la série fait prout. Et pourtant, les acteurs sont excellents, les décors sont excellents, même si les effets spéciaux ne sont pas parfaits, c'est un petit peu flou. Ah oui, alors ça c'est un gros défaut que je l'ai mentionné dans ma critique, c'est trop flou. Voilà. L'image est flou. Mais trop, mais arrêtez de faire ça. Mais toutes les séries rendent les images floues comme ça. Il y a, c'est un lens, je sais plus comment on appelle ça, pour un flou d'objectif qu'on met autour, enfin qu'on rajoute au montage, c'est du flou artificiel. Et c'est trop flou en fait, arrêtez de faire ça. Quelqu'un m'avait dit que c'était pour mieux compresser une image sur un serveur de streaming. Et je n'y crois pas une seconde parce que sur les serveurs de streaming, on publie bien des films de cinéma réels qui eux ne sont pas flous comme ça. Là, l'image est trop floue, c'est flou. Des fois, on ne voit rien. Je me suis dit mais c'est pas possible, il me faut des lunettes. Bref, très bonne série quand même, Shogun, qui pue le style, qui pue la classe, voilà, c'est une série qui pue la classe, mais ce n'est pas la série que j'aurais mis en 3e, voire première position. En 3e position, j'ai mis, alors ça aussi c'était une grosse surprise, Monstre, l'histoire de Lil et Eric Menendez. Voilà. Je n'avais pas apprécié Dahmer, parce que oui, en gros, c'est la saison 2 de Monstre, qui cette fois-ci est basée sur l'histoire des Menendez. Dahmer, c'est une série que je jugeais idéologique, voilà, et de façon trop malsaine. J'ai fait une vidéo entière sur ça, allez la voir, c'est une vidéo de 20 minutes je crois, qui a fait des vues au fur et à mesure parce que la plupart des gens étaient d'accord avec moi, et surtout que, à force de vouloir contenter tout le monde, à force de vouloir caresser tout le monde dans le sens du poil, pour ne heurter personne, ça veut caresser les Black Lives Matter, ça veut caresser les homosexuels, tout ce qui va dans le sens de la doxa. Bah, en fait, ça crée des incohérences, ça crée des paradoxes. Voilà. La série Dahmer est cruellement paradoxale, ce qui fait qu'on arrive à une série malsaine idéologiquement. Et malsaine dans le mauvais sens du terme, hein, pas dans le sens où waouh, c'est une série qui est gore, tout ça. Non, c'est vraiment, il y a un vrai problème là-dessus. Alors que l'histoire de Lil et Eric Menendez, c'est parfait. Cette série est dans une, elle propose une neutralité parfaite. C'est, comment dire, tu as du mal à te positionner tellement que c'est bien écrit, tu sais pas qui est responsable de qui, du coup ça crée un côté thriller beaucoup plus poussé, il y a un côté énigmatique, et tu vas devoir te faire ta propre opinion. Et c'est génial parce que moi, enfin, on n'a pas, les showrunners ne sont pas tombés dans la facilité de rendre les opposants caricaturaux, que ce soit pour le père qui jugeait comme un personnage cruel, et pourtant il y a des doutes. On se dit oui, mais c'est pas sûr. Mais ce qui est génial, c'est que à la fin, bon, j'ai pas spoilé hein, évidemment, mais la dernière scène de la série te met le doute. Tu dis waouh. Enfin, on te montre un contraste. La série te rappelle que attention,
c'est peut-être pas ça. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Malheureusement, j'étais sur le point de mettre la série niveau 1, top 1. Ce qui fait que je ne l'ai pas fait, c'est que malheureusement, elle retombe un petit peu dans les mêmes travers que Dahmer. C'est-à-dire que les 5 premiers épisodes, et encore, parce que la série a cette qualité à se renouveler à chaque fois. À chaque fois, c'est waouh, ça remet un boost, malgré quelques épisodes beaucoup plus calmes où il ne se passe pas grand-chose. Mais plus on avance vers la fin, plus on tombe dans les phases de procès qui durent trop longtemps. Voilà, les scènes de tribunaux qui durent beaucoup trop longtemps. Et voilà, on avait parlé dans Dahmer, sauf que dans Dahmer c'était beaucoup plus, ça n'amenait à rien à part nous emmener sur une réflexion qui ne me plaisait pas. Mais là, même s'il tombe dans le même défaut, c'est beaucoup moins pesant et surtout, voilà, c'est comme je l'expliquais, la série sait se renouveler. On a un épisode 4, je crois, beaucoup plus lent. L'épisode 5, boum, ça repart. Et c'est excellent. En plus, ce qui est génial, c'est que malgré les thèmes extrêmement graves, la série aborde des thèmes extrêmement graves. Ça parle de suicide, de meurtre, de maltraitance, bref, ça parle de tout ça, mais elle arrive à ajouter une petite touche d'humour noir, un petit peu de fraîcheur dans ce bain de noirceur, et qui te font rire parfois cyniquement. C'est tellement bien écrit, tellement bien joué. Javier Bardem, je crois, qui joue le père. C'est un ouf ce mec. Il faut qu'il soit récompensé 1000 fois. Bref, Monstre, l'histoire de Lil et Eric Menendez, pour moi c'est un très bon cru. N'hésitez pas à sauter sur la série. En deuxième position, j'ai mis, bon, c'était pas une grosse surprise, j'ai mis la série The Penguin. Voilà. Je m'attendais pas à ça. J'avais fait une vidéo sur le premier épisode. Un premier épisode qui m'avait plutôt plu. Par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Je pensais pas que la qualité montrait crescendo. C'est vraiment ces moments, c'est simple. Enfin, pour moi, si j'ai besoin de savoir si une série est bonne, oui ou non, c'est une série, si oui ou non, j'ai envie de voir la suite. Voilà. Si j'ai envie de voir la suite, parce que vraiment, il y a des séries où je me force à aller jusqu'au bout parce qu'on me dit ouais, il faut aller jusqu'au bout, tu vas voir, ça vaut le coup. Et parfois, je regrette. Je me dis ouais, bah j'ai perdu mon temps. Là, toutes les séries que j'ai placées dans mon top ne sont que des séries où j'ai eu envie de voir la suite. Voilà. The Penguin. À chaque fois que j'arrivais à la fin, je me suis dit, putain, il faut que je vois la suite. Il faut vraiment que je vois la suite. Il y a un mélange de tons très adultes qu'on retrouvait beaucoup dans The Batman, mais en même temps, il y a un côté caricatural qu'on retrouvait beaucoup dans les films de Tim Burton. Voilà. Et je déconne pas. Enfin, il y a vraiment la scène de la prison, c'est du Tim Burton. Tout craché. C'est excellent. Enfin, ils en font des caisses, mais c'est justement ça qui rend assez original parce que on te montre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête tordue de ces personnages. Tout le monde est tordu, tout le monde est fou. Mais tu vas quand même, tu vas choisir un camp. Voilà. Moi, je suivais par exemple le camp du pingouin, mais la série a cette intelligence de nous remettre de remettre les choses en place et de nous rappeler que quand même, ce sont tous des ordures. Voilà. Tous les personnages sont des énormes ordures, des gens cassés, privés de leur père. Ça c'est intéressant parce que ça parle un peu de ça. La série parle des pères qui abandonnent leurs enfants et voilà le résultat. Mais vraiment, enfin la fin, le dernier épisode, c'est la série qui porte ses couilles. Voilà, la série porte ses couilles, contrairement à, je sais pas, vous savez, Suicide Squad, le premier film, on avait ce cliché de prendre des méchants pour en faire des héros. C'était dégueulasse. Vraiment, c'était nul à chier. Alors que là, The Penguin, ce sont des ordures. Tous. Vraiment. Et pourtant, tu as quand même envie de les comprendre. Tu veux savoir pourquoi ils sont comme ça. Tu veux savoir c'est quoi leur objectif. T'as cette curiosité malsaine de voir jusqu'où ils vont aller. Et en effet, quand t'arrives à la fin, t'as un goût amer dans la bouche. Tu dis, ah putain, dégueulasse. J'ai suivi ces gens-là. Ah, dégueu. C'est dégueulasse, mais c'est tellement bien écrit. The Penguin, c'est une grosse surprise. Vraiment, je vous recommande énormément cette série. Si vous êtes fan de Batman, et je n'en parle même pas. Si vous aimez Batman sans plus, je pense que vous allez quand même aimer la série. Par contre, je ne garantis rien pour les gens qui ne connaissent pas du tout Batman. Voilà. En tout cas, voilà, ça reste une série qui n'a pas volé sa place. Mais avant de passer au top 1, je vais faire exactement comme ce que j'avais fait l'année dernière. Je vais ouvrir une catégorie mentions. Les mentions, ce sont en quelque sorte les films ou les séries qui ont frôlé le top. Voilà. Mais qui ne m'ont pas assez marqué pour que je puisse les mettre dans le classement. Déjà, il y a Dune Prophétie, qui pour moi, ça n'a pas été une surprise.
mais ça reste une bonne série. Voilà, c'est pas une très bonne série qui mérite un top, mais je la recommande quand même. Je pensais pas que ça allait être aussi travaillé, je pensais pas qu'il allait y avoir une écriture aussi mature, aussi bien foutue, propre à HBO, j'ai envie de dire. Ça ressemble beaucoup à du Game of Thrones, et dans le bon sens du terme. Donc voilà, je vous recommande Dune Prophecy. House of Dragon, saison 2. J'ai déjà donné mon avis sur la série, voilà, c'est très long, enfin, sur la saison. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus, donc allez voir ma dernière vidéo où je conclus en quelque sorte la saison 2. J'explique pourquoi c'est une déception pour moi, alors qu'il y a de très bonnes choses, donc je peux pas la mettre dans le flop, faut pas les connaître. Ça reste une bonne saison, mais une saison décevante. J'attendais vraiment beaucoup mieux, mais attendons la saison 3, je pense qu'ils vont se rattraper. Arcane, saison 2. Combien de personnes m'ont envoyé des messages, des commentaires pour me dire alors une vidéo sur Arcane, tout ça, voilà. Parce que j'ai fait une première vidéo. Par contre, je n'ai pas fait des vidéos avec spoiler pour l'acte 2 et 3. Exactement comme ce que j'ai fait pour la première saison. Pourquoi j'ai pas fait? Alors ça va être compliqué à expliquer. Non, on va faire simple, c'est parce que je ne me suis pas préparé. Voilà. House of Dragon, je me suis préparé à la saison. Voilà. Je me suis préparé à faire une série de vidéos dessus. Ça se prépare en fait. Faire une série de vidéos, ça se prépare à la fois mentalement, mais aussi... Merde, c'est quoi le mot? Je sais pas c'est quoi le mot. Il fallait que je me prépare... Il fallait que je me cultive en fait. Il fallait que je me renseigne un peu plus sur l'univers. Il fallait que je revoie la saison. Il fallait que... Avec toutes les séries que j'ai regardées, je n'avais pas le temps de revoir une saison. C'est pas possible en fait. Du coup, voilà, j'ai commencé à revoir la saison 2. Enfin, j'ai commencé à regarder la saison 2. Et malheureusement, vu que j'avais plus vraiment la saison 1 en tête, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Et la seule chose que j'ai vue, ce sont les choses qui m'énervent sur Netflix. Voilà, c'est le côté SJW, comme j'expliquais dans ma critique. En fait, je n'ai vu que ça, quoi. Je n'ai vu que ça et ça m'a saoulé. Et je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Et pourtant, je voyais que c'était excellent. Je voyais qu'il y avait de la qualité. Je voyais que visuellement, c'était d'une beauté inouïe. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais dû... moi, ce que je voulais faire, c'était jouer au jeu, par exemple, me renseigner un peu plus sur l'univers, revoir la première saison et après, ensuite, potentiellement, éventuellement, faire une série de vidéos dessus. Et je n'ai eu le temps de rien. Voilà. Après les Anneaux de pouvoir, j'étais crevé, je n'avais plus envie de faire ça, quoi. Les séries hebdomadaires, enfin les vidéos hebdomadaires, je n'avais plus envie. Voilà, c'est du travail. Ah oui aussi. Bon, vous vous rendez pas compte, hein. Mais Arcane sortait le samedi. Il fallait donc que je fasse des vidéos le samedi. Ouais, mais tu peux faire le lendemain? Non, pas le dimanche. Non. Et lundi, les gens sont déjà passés au... putain, je vais y arriver. Le lundi, les gens sont déjà passés à autre chose. C'est comme ça, Durandal l'a expliqué aussi, les gens passent très vite à autre chose. Donc je n'avais plus le temps pour ça. Donc malheureusement, Arcane, j'ai pas réussi à rentrer dedans. La saison ne m'a pas autant emporté que les autres. Je trouvais que ça allait un peu vite. On a abordé des choses trop vite. Par exemple, le thème autour des dimensions parallèles, ça s'est abordé sur un épisode et après ça passe à autre chose. Et moi je me dis attends moi j'ai horreur de ça. Quand on pose un multivers, j'ai horreur de ça parce que du coup on sous-entend qu'un personnage, même s'il meurt, il sera vivant dans une autre dimension. Donc moi ça me pèse beaucoup moins. Je m'en fous en fait. Et ça c'est un gros problème. En plus ça n'est jamais remis vraiment sur la table et apparemment c'était juste là pour mettre en scène un nouveau pouvoir d'écho qui apparemment est dans le jeu. Donc c'est cool parce que c'est fidèle au jeu. Par contre, ça m'a pas, voilà, ça m'a fait un peu décrocher. C'est un peu expédié encore une fois. Je pense que ça méritait une saison supplémentaire, mais ça reste quand même de la qualité. Donc voilà, je suis désolé pour les gens qui m'attendaient sur cette série. Je n'ai pas été au rendez-vous et je n'ai pas réussi à accrocher comme je l'espérais. Voilà. Et ensuite, Secret Level, je n'ai pas fait une seule vidéo dessus parce que j'avais pas le temps. Il fallait que je fasse un choix. Mais surtout, la série est extrêmement décevante. Je la mets quand même dans les mentions du top parce que c'est extrêmement impressionnant visuellement. Par contre, quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit que c'est quand même un petit peu une arnaque. On nous a vendu une série basée sur les jeux vidéo. Finalement, cette série n'est rien d'autre qu'une publicité énorme pour des applications de merde. Non mais vraiment, si limite si on n'avait pas un court-métrage sur Candy Crush. Alors,
visuellement c'est incroyable, mais le nombre de jeux OSEF qu'ils nous ont présentés, j'étais obligé de me renseigner à côté, et pourtant je suis un gamer. Hein. En plus, dans la bande-annonce, on voit Kratos. Je l'attends encore. Hein. On voit Kratos, alors, je sais pas, là, c'est mensonger alors, on nous a menti. Je pensais qu'on allait voir un épisode sur God of War. Pareil, Megaman, ça dure 5 minutes, et l'épisode se termine là où il aurait dû commencer. Les seuls épisodes qui m'ont vraiment marqué, c'est Donjons et Dragons. Et pourtant, Donjons et Dragons, je n'ai pas joué à Baldur's Gate. Le jeu plateau, je connais pas bien. Mais l'épisode est ouf, voilà. Et aussi, surtout, Warhammer 40 000, l'épisode est pur golden, et pourtant j'y connais rien à Warhammer. Mais vraiment, cet épisode était complètement ouf. Ce sont les seuls épisodes que je retiens, et pour le reste, c'est un petit peu dommage. Voilà. Bien, nous allons pouvoir passer au numéro 1 de ce classement des séries qui m'ont le plus marqué en 2024. S'il vous plaît, ne zappez pas cette série. Il s'agit de Dark Matter. Voilà. Dark Matter, c'est un chef-d'œuvre. Mais vraiment, c'est parfait. Voilà. C'est une série, enfin, si vous vous intéressez aux dimensions parallèles, mais regardez cette série. Mais regardez-la. Mais j'ai même pas envie de vous convaincre, de vous la décrire, parce que c'est juste parfait. Voilà. Non, mieux. Juste regardez le premier épisode. Voilà. C'est tout. Voilà. Regardez le premier épisode, vous allez voir. Je n'ai même pas envie de vous spoiler. Ce qui est génial en plus, c'est que il y a plein de questions que je me posais par rapport au fonctionnement de l'univers, parce qu'il y a des règles très précises. Enfin, quand on aborde ce genre de sujet dans un film ou dans une série de SF, on est tout le temps confronté à des paradoxes, à des incohérences. Et du coup, je notais des choses dans ma tête, et je me disais que bon bah c'est pas cohérent. Bon, ça se voit que c'est une série parce que ça, si c'était vrai, il devrait se passer ça. Un épisode après, il se passe exactement ça. C'est ultra bien fait. Et en plus, c'est vraiment, mais c'est l'aboutissement de la série est parfaitement logique. Hein, tu te dis ah ouais, enfin j'ai même pas envie de vous convaincre. C'est trop bien écrit, les personnages sont excellents, hyper attachants, les personnages féminins. Mais c'est ça qu'on veut. Enfin voilà, parce que je reproche souvent le fait qu'on écrit mal les personnages féminins, qu'on en fait des girl boss un petit peu comme la guerre des Rohirrim là. Ça, ce sont des personnages féminins de fou. Mais vraiment, c'est Jennifer Connelly, mais elle est trop belle, Et puis voilà, son personnage est hyper intéressant. On a une autre, j'ai complètement oublié le nom de l'actrice qui, bon, je suis amoureux. Voilà. Je suis amoureux, voilà, mais c'est pas possible. Enfin, c'est que quand je tombe amoureux d'un personnage féminin, ça veut dire que le personnage est parfaitement écrit. Voilà. C'était pareil aussi pour le personnage féminin de la série The Penguin. Ah, tu flashes forcément quand le personnage est aussi attachant, aussi bien écrit, tu flashes. Quand le personnage n'est pas prétentieux et n'a pas la volonté de t'impressionner ou d'avoir l'air stylé de façon forcée, eh bien tu flashes. C'est pareil, les personnages masculins sont ultra bien écrits, ultra attachants, t'as vraiment envie d'être leur pote. Voilà, t'as envie de boire une bière avec eux. Voilà, c'est comme ça. Donc Dark Matter, c'est la meilleure série que j'ai vue ces dernières années. C'est la meilleure série de SF que j'ai vue tout court. Bon, j'exagère, mais l'une des meilleures avec Dark, avec Westworld. C'est culte. Apparemment, la saison 2 est en cours de préparation. Je vais foncer la voir. C'est encore une série Apple TV+. Donc, encore une fois, Apple TV+, est l'exemple de qualité en 2024. Donc, voilà. Regardez Dark Matter. Regardez ne serait-ce que le premier épisode. Vous allez voir. Bien, maintenant nous allons pouvoir passer aux films qui m'ont le plus marqué en 2024. En 5e position, j'ai mis Furiosa. Eh oui, je sais que ça peut paraître paradoxal parce que dans ma vidéo critique, je suis un petit peu salé. Je mets beaucoup en avant les défauts. Bon, c'est parce que j'aime bien être comme ça. Voilà, j'aime bien titiller, énerver un peu les gens. Voilà, j'aime bien un petit peu poker les gens, mettre des doigts dans les côtes. J'aime bien un petit peu énerver les gens en provoquant comme ça, avec les miniatures, les titres, tout ça. Enfin, mettre un petit peu le doute, semer le doute. Et au final, je n'ai fait que décrire ni plus ni moins que mon ressenti au fur et à mesure. Parce qu'au début, j'étais vraiment mitigé. Et je crois qu'il a fallu arriver à la moitié pour me rendre compte que ce que j'ai vu était vraiment ouf. Voilà. Arrivé à la moitié, je me suis dit, attends, mais c'est ouf en fait. C'est vraiment, il y a eu un déclic. Tu comprends où est-ce que le film cherche à t'emmener.
et tu te dis, mais en fait, depuis ce que j'ai vu depuis le début, c'était ouf. C'est rare, hein. Il faut vraiment arriver à la moitié et regarder le film dans son entièreté pour te rendre compte à quel point, bah, en fait, c'était stylé. Donc voilà, Furiosa, j'ai déjà fait une critique dessus. Allez voir la vidéo. En 4e position, j'ai mis Pauvre créature. Bah c'est stylé. Il y a des gens qui n'ont pas aimé parce que c'est un petit peu malsain. Les thèmes qu'ils abordent sont un petit peu chelous. Moi, j'ai vu une Emma Stone flamboyante qui déchire, extrêmement drôle. Voilà, elle a une façon de modéliser son jeu durant tout le long du film. Pour moi, ça mérite un certain talent pour ça. On a un Willem Dafoe qui est complètement dans son personnage, mais surtout, on a un style de film qui passe son temps à se renouveler. Et je pensais pas que ça allait être comme ça. Enfin, vraiment, ce film est excellent. Voilà, c'est un film qui parle de femmes. Finalement, c'est un film qui parle de la femme dans toute sa splendeur. Je veux dire, ça montre tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de moche aussi, et ce, avec quelque chose que le film Barbie n'a pas réussi à faire, avec de la subtilité. Voilà, ce film est subtil, il y a des messages sous-jacents, tu n'as pas besoin de ouvrir ta gueule en nous faisant siffler les oreilles pour nous faire comprendre le message. Là, le film te raconte son histoire, avec son message en parallèle, accompagné d'une bonne réelle, de bons acteurs. C'est tout, quoi, voilà. Et puis sans parler de toutes ces parties visuelles, la patte artistique, les décors, la photographie. Bref, Pauvre créature, pour moi, c'est un film à voir. En 3e position, j'ai mis Dune 2. Je sais, c'est pas très original, mais que voulez-vous, c'est le film qui m'a le plus plu. Enfin, moi, ce que j'ai apprécié avec un film comme ça, c'est quand une suite nous tient ses promesses. Voilà. C'est le mot que je cherchais, c'est quand une suite tient ses promesses, parce que le premier film était un film plein de promesses, la suite tient ses promesses. Clairement ça. C'est clairement ça. J'ai vu un film exceptionnel, un blockbuster de qualité, un film de SF qui pèse, et pourtant les films de SF ont du mal en ce moment à fonctionner dans le cinéma hollywoodien. Là, ça y est, enfin, Dune 2 a réussi à percer au box-office, et c'est génial. Enfin, vous n'avez pas idée à quel point c'est excellent, parce que ça va renouveler la SF au cinéma, parce que qui avait du mal à percer. Encore une fois, le premier film n'avait pas très bien marché, on avait remis ça sur le compte du Covid, et la suite a réussi à prouver qu'en effet c'était bien le Covid. Il y a eu les influenceurs, il y a eu moi aussi qui a poussé les gens à aller voir ce film. Je voulais vraiment que ça marche, je voulais y croire, et quand j'ai vu, je me suis dit waouh, ça y est, ils l'ont fait. Donc voilà, c'est Dune 2, très bon cru, même si c'est pas original. En 2e position, j'ai choisi Iron Claw, qui n'est pas un film de 2024, c'est un film de 2023, mais en France, il est sorti en début 2024. Iron Claw, c'est un film extrêmement touchant, qui parle de masculinité toxique, mais de façon extrêmement touchante, avec un Zac Efron très touchant lui aussi. J'adore ces films-là. Enfin, vraiment, les films, on montre l'humain de près, on montre tout ce qu'il y a de... Enfin, ouais, je sais pas, ouais, c'est ça, j'adore les films humains. Les films un petit peu comme... comment ça s'appelle ça? Je crois que c'est The Whistler, avec Mickey Rourke, qui est un film qui montre l'humain, tout ce qu'il y a de plus beau dans l'humain. Là, c'est pareil, quoi. Iron Claw, c'est un film qui montre tout ce qu'il y a de plus beau et de plus moche aussi dans l'humain, et tu passes par toutes les émotions. Et alors, je connais pas l'histoire originale, donc je peux pas dire si c'est fidèle ou non, mais vraiment, mais foncez le voir, vous allez passer un bon moment. C'est à la fois divertissant et dramatique, avec une réal irréprochable et des acteurs excellents. Donc voilà, Iron Claw, très bon cru. Et avant de passer au numéro 1 de ce top, parce que oui, je n'ai choisi que 5 films, encore une fois, c'est pas un top 10, top 5, enfin, il n'y a pas de précision, j'ai juste sélectionné des films qui m'ont marqué. Là, il n'y a eu que 5 films, donc avant de passer au numéro 1, je vais parler de quelques mentions. Les films qui ont frôlé mon top, mais qui ne m'ont pas assez marqué pour finalement rentrer dans ce classement. J'ai noté Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Bon voilà, c'est du Clint Eastwood, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais la qualité est là, les acteurs sont là, la réelle est là. C'est vraiment très simple, on dirait presque un téléfilm, mais réalisé par Clint Eastwood. Et ça se regarde en fait. C'est pas son meilleur film, mais vraiment j'ai passé un bon moment. Il y a des tensions, ça te fait vraiment réfléchir. Donc je pensais que c'était inspiré d'une histoire vraie, et je crois que non, c'est une fiction, parce que c'est trop gros ce qui se passe dedans. Mais vraiment, je vous recommande ce film quand même. Il y a ensuite Le Cercle des Neiges, qui j'ai noté parce que c'est un film qualitatif,
mais malheureusement je suis trop sensible, voilà, je suis fragile. Voir des gens se bouffer entre eux pour survivre, non, ça me fait pas plaisir de regarder ça. Mais quand même, c'est un film de qualité, avec, pareil, avec une réal de qualité, acteurs, décors, tout ça, c'est la musique aussi, enfin on sent, enfin le sound design est vraiment exceptionnel. C'est mieux fait que son original, enfin je sais plus, je crois que c'était Les Survivants que j'avais regardé juste avant pour me mettre dans le bain. Le film est très bon, mais malheureusement, et c'est là qu'on voit que c'est extrêmement subjectif, c'est que je peux pas le mettre dans le classement parce que ça... Ah, j'ai le mental très fragile et voir un film comme ça, bah c'est même pas, ça me met mal à l'aise, voilà. Mais quand même, c'est un film que je recommande. J'ai noté Civil War. Bah j'ai kiffé. Enfin, il y a des gens qui l'ont pas aimé parce que il y a pas l'histoire. Oui, c'est un petit peu le but en fait. Enfin, le but du film, c'est de nous montrer un road trip, un petit peu comme si on suivait une expérience. En fait, ce film, c'est plus une expérience qu'un véritable film. Et il y a, comment dire, il y a une leçon finalement. Il y a une leçon à en tirer. Le fait, parce que le film cherche à être neutre, même si bon, ça se veut neutre, mais on sait très bien où est-ce qu'il nous cherche à nous emmener. Mais quand même, putain, mais il y a, enfin, ne serait-ce que pour la scène que je ne vais pas vous spoiler, mais il y a une scène de meurtre, voilà, en quelque sorte. Je n'ai jamais vu. Non, j'exagère. On va dire que ça fait partie des meilleurs jeux d'acteurs que j'ai pu voir de ma vie. Les acteurs qui jouent dans ce film sont exceptionnels. C'est vraiment... Rien que pour ça, ça mérite d'être mentionné. Après, c'est vrai qu'il manque un petit truc. Il manque l'étincelle qui fait que j'aurais pu le ranger dans mon classement. J'ai noté aussi Horizon, une saga américaine, chapitre 1. Oui, je suis d'accord avec les critiques, le fait que le film est trop long, il y a trop de personnages, ça part dans tous les sens, on ne sait pas trop qui suivre finalement. Kevin Costner qui se vend, puisqu'il réalise le film, il se vend sur l'affiche, malheureusement on ne le voit pas assez. Mais alors putain, mais ce casting de fou, ce style, ces paysages, cette trial, vraiment c'est propre. Vraiment c'est du petit lait. C'est le genre de film, c'est vraiment un western à l'ancienne. C'est le western, tu te poses sur un fauteuil comme ça et tu contemples. Voilà, c'est un film contemplatif. Je ne peux que recommander, mais c'est vrai que à cause de ses défauts, je ne peux pas le ranger dans mon classement des meilleurs films que j'ai vus, mais il faut que je le mentionne. Pareil pour City of Darkness, qui est le fameux film hongkongais que j'ai vu. City of Darkness, c'est le film caricatural chinois avec toutes ces scènes d'action qui n'ont aucun sens. Et ce qui est trop marrant, c'est que le film met beaucoup de temps à décoller par rapport à ces scènes d'action qui n'ont aucun sens. Quand tu arrives vers la fin, tu te dis mais c'est pas possible, c'est les Avengers. J'ai vu avec un pote, et genre il me disait dans l'oreille mais là c'est les Avengers qui se battent contre Thanos. C'est vraiment, mais c'est trop marrant. Ne serait-ce que pour ça, il y a un côté assez humoristique qui marche bien. Mais surtout, ce qui m'a plu dans ce film, c'est plutôt le style, hein, finalement, l'ambiance, les décors qu'ils ont construits pour reproduire cet endroit un petit peu de clandestin avec des immigrés qui vivent dans un système qui finalement est fonctionnel. La ville abandonnée comme ça, pauvre, et finalement complètement fonctionnelle. C'est trop bien fait. Voilà, c'est trop bien fait. Moi, c'est vraiment l'ambiance que j'ai kiffé. Les personnages sont hyper attachants. Non, vraiment. Si vous voulez voir un petit film de combat avec des scènes d'action qui n'ont aucun sens et un style qui lui est vraiment propre, eh bien regardez City of Darkness, vous allez kiffer. Et je mentionne également Wicked partie 1. Oui, j'ai aimé le film. Oui, parce que je me fais défoncer comme pas permis dans ma vidéo. Allez, passe. Oui, fais du bruit, oui. Excusez-moi, c'est un cahier en poubelle. Je disais, je me fais défoncer dans ma critique parce que j'ai fait exactement la même chose que pour Furiosa. Je titille un peu les gens, voilà, je touche, j'appuie là où ça fait mal. Les gens n'aiment pas ça. Bon, écoutez, moi ça fait rigoler et en plus ça fait attirer du monde. Mais il est vrai, enfin il est vrai que les gens qui me suivent ont cru que je crachais sur le film et ont donc craché dans les commentaires sur ce film avant d'avoir vu ma vidéo. C'est la règle. Donc, et du coup forcément ça a attiré une vague de négativité, surtout que les gens ne se sont concentrés que sur la partie où je critique le physique des actrices. Et alors là, c'est vraiment, c'est
le saint graal. Il ne faut jamais critiquer le physique des actrices. Et en fait, les gens réagissent comme si tu critiquais leur physique, vraiment. Alors que tu la connais même pas. Enfin, la meuf, c'est une privilégiée. Elle en a rien à foutre de moi. Rien à foutre. Vraiment, elle est très heureuse comme ça. Donc voilà, les gens ne sont restés bloqués que sur ça. Alors que la vidéo, ne fait que relever, enfin, à part ça, je relève beaucoup de bons points et il faut admettre que c'est une bonne comédie musicale qui apparemment marche bien et que je recommande. Voilà, je recommande et j'ai recommandé à ma famille aussi. Donc voilà, c'est un film que je recommande. Pour moi, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, c'est l'anti-Barbie. Voilà, c'est le film qui assume son côté rose bonbon. Il n'en a pas peur et ça m'a fait plaisir. Et pour finir, avant de passer au numéro 1 de ce classement, j'aimerais mentionner le film Trap. Je pense, j'ai à peu près le même avis que tout le monde. Trap, excusez-moi, j'avais envie de le craquer. Trap, c'est un film de Night Shyamalan que j'adore. Et même quand il fait de mauvais films, je l'adore quand même parce qu'il a un style qui lui est propre. Vraiment, pour moi, c'est vraiment... À chaque fois qu'il nous sort un film, il nous fait toujours une nouvelle leçon de cinéma. Voilà. C'est une leçon de cinéma. Le film avec les homosexuels, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Knocked at the Cabin. C'était une vraie leçon de cinéma. Trap, c'est enfin, en termes de forme, sur la forme, c'est une leçon de cinéma aussi. Par contre, déjà, heureusement que je n'ai pas vu la bande-annonce parce que la bande-annonce spoil la balle. Mais aussi, lorsqu'on arrive à la seconde moitié, on se dit ça n'a aucun sens ce qui se passe. Mais après, c'est tellement bien réalisé et bien joué que tu as envie d'aller jusqu'au bout. Et quand tu arrives jusqu'au bout, ta curiosité morbide n'a pas été satisfaite. Tu ne comprends pas où est-ce que le film cherche à t'emmener. Et je pense que le film, enfin ça c'est très souvent qu'on voit chez Night Shyamalan, c'est qu'il ne sait jamais comment finir un film, il ne sait jamais où aller, on ne sait pas où le film cherche à nous emmener. C'est trop bizarre. Ce film est vraiment bizarre, mais cela dit, c'est quand même un film que je recommande parce qu'il y a un style. L'acteur, j'ai oublié son nom, mais le personnage principal, il joue extrêmement bien. Pareil, c'est la propre fille de Night Shyamalan qui joue dedans, qui joue la chanteuse, elle joue hyper bien. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande malgré tout. Je pense que vous allez passer un bon moment, mais après voilà, faut vraiment être préparé au fait qu'à la fin, le film ne nous emmène nulle part. Et pour finir, je vais enfin pouvoir vous parler du numéro 1 du classement des meilleurs films que j'ai vus en 2024. Et c'est là que je pense que vous allez m'insulter. Ça va en décevoir beaucoup. Et c'est là qu'on voit que je regarde trop de films américains et pas assez de films étrangers, ou voire même de films français. Il faut vraiment que je me rattrape en 2025 par rapport à ça. Parce que le film que j'ai choisi pour le numéro 1, c'est Robot Sauvage. Voilà. Insultez-moi, faites ce que vous voulez. Robot Sauvage, c'est le meilleur film que j'ai vu en 2024. Voilà. Oui, je n'ai pas vu assez de films, ça c'est clair, mais c'est le meilleur film. C'est le meilleur film, c'est le mieux écrit, c'est le mieux animé. C'est parce que oui, il s'agit d'un film d'animation qui, je crois, a été réalisé par le même réal que Dragon. Ça se voit, ça pue l'expérience, c'est extrêmement attachant. Souvenez-vous, dans la vidéo critique sur Vaiana 2, j'avais dit que je suis très sensible à tout ce qui est mignon, à la mignonnerie, aux animaux mignons, tout ça. Mais ce film est trop mignon. Pour moi, ça mérite... Enfin, rien que pour ça, le film mérite son classement numéro 1. Voilà, les animaux sont trop mignons. Le film est archi choupi, mais surtout les personnages sont hyper attachants. C'est beau, puis c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, voilà, c'est le DreamWorks que j'aime. Les gens qui ont aimé Le Chapeauté, mais vous allez adorer ce film. Quand je parle de Chapeauté, je parle bien sûr de Chapeauté 2, qui lui est bien meilleur que le premier. Vous allez adorer ce film. Voilà, j'ai vu le film en VO, mais j'avais prévu de le voir en VF à la base. Et finalement, je n'ai pas regretté parce que dans le casting vocal, il n'y a que des acteurs que j'aime bien. Je n'ai pas reconnu Pedro Pascal, et c'est là qu'on reconnaît un acteur qui double bien. Quand un acteur ne joue pas son propre personnage, ne joue pas son propre rôle, ben finalement c'est un bon doubleur. Je crois que c'est Mr. Fox qui en parle beaucoup ça. Bon, même si là c'est la VO. Donc voilà, Robot Sauvage, un film hyper attachant, hyper émouvant, mais surtout un film extrêmement drôle. Voilà, le film est très drôle. Je pense qu'on rigole plus qu'on pleure. Et surtout, ce qui est génial, c'est que le film, lorsqu'on arrive au bout d'une heure, on pense que ça y est, on est arrivé à la fin du film. Et en fait non, il se passe
plein d'autres choses après. Donc voilà, c'est très bien écrit. Et au risque de me répéter à l'infini, je vais juste fermer le sujet et vous recommander Robots Sauvages. Et j'espère que ce classement des meilleurs films et séries qui m'ont plu en 2024 eh bien vous a plu. J'espère que vous avez pu noter quelques recommandations, surtout au niveau des séries. Par pitié, ne ratez pas Dark Matter, s'il vous plaît. De votre côté, n'hésitez pas à me faire des recommandations, principalement des films qui ne sont pas américains, parce que encore une fois, j'ai trop consommé américain et j'ai regardé trop de séries, des séries OSEF aussi. J'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps. Non, vraiment, c'est une erreur. On se donne rendez-vous pour le 100. La prochaine vidéo sera basée sur les pires bousas de 2024. La liste est longue comme mon bras. N'oubliez pas ma vidéo exclusive sur mon Patreon que je mets en lien en description et en commentaire épinglé avec le podcast gratuit. Oui, ce podcast est gratuit sur la DEI en présence de Jeanne, lui aussi disponible sur mon Patreon, il faut juste vous créer un compte. Bref, j'espère que vous allez kiffer tout ça. Encore une fois, bonne année 2025. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.